Les expulsions répétées des lieux de vie sans alternative au relogement, ainsi que les expulsions du territoire d'ailleurs, augmentent la précarité des personnes qui sont souvent des familles, avec des personnes malades, des personnes âgées, voire des enfants ou des nouveau-nés. Et ces personnes passent du camp au squat pour, dans certains endroits, se retrouver carrément sur le trottoir ou sous les ponts d'autoroute ou de périphériques. Il y a deux situations extrêmes, deux situations d'exception que sont notamment la région PACA à Marseille et la région Île-de-France, où l'on peut croiser des familles qui sont expulsées une dizaine de fois lors du dernier trimestre et qui, de fait, se retrouvent dans des situations de rupture avec l'incapacité bien souvent de pouvoir se loger, se nourrir et se soigner. Et dans ces conditions de survie, la santé passe souvent après d'autres besoins vitaux, comme notamment se nourrir. Donc on voit que les fragmentations de camps, ces expulsions violentes, ont aussi altéré les capacités de solidarité, les réseaux de solidarité s'amenuisent et donc les personnes sont de plus en plus dans des situations de précarité. Alors, ce qui se passe ces dernières années, d'abord sur le plan médical et sur le plan des indicateurs de santé, on voit que ces personnes, comme d'autres migrants, ne connaissent pas forcément leurs droits. Au global, 80% des personnes que l'on voit ont des droits potentiels, mais ne les ont pas ouverts parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce que aussi, probablement, et sûrement, les nécessités administratives, les papiers qui sont nécessaires pour pouvoir avoir les droits sont compliqués. Lorsque vous ne maîtrisez pas la langue française pour remplir un dossier, ce n'est pas évident aussi de pouvoir répondre aux exigences administratives. La contrainte financière qui était les 30 € pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État, qui est le dispositif dont peuvent bénéficier les Roms s'ils sont en France depuis plus de 3 mois, a été supprimée, mais ça a un coût de se déplacer au centre de santé, au niveau de la caisse de la sécurité sociale, et donc l'impact financier peut aussi, pour les populations extrêmement précaires, être une explication du retard de recours aux soins. Enfin, la peur aussi de se déplacer fait que les personnes ne vont pas forcément ouvrir des droits et attendre le dernier moment avant de se soigner. On voit pour ces migrants comme pour d'autres que le retard de recours aux soins, c'est-à-dire le fait d'aller consulter et d'attendre avant d'aller consulter, ce retard de recours aux soins se majore, c'est près de 38% d'entre eux qui ont cet indicateur et qui montrent bien, encore une fois, qu'il y a des progrès à faire pour améliorer l'accès aux soins et aux droits. D'autres indicateurs de santé sont assez parlants, puisque c'est près de 50% qui ont des pathologies qui nécessitent un suivi à plus de 6 mois. Donc des pathologies chroniques, diabète, hypertension, bref, des maladies qui nécessitent un suivi sérieux et régulier. Nous avons dans nos cohortes aussi beaucoup de mineurs. À l'échelle globale, c'est 12% des mineurs que nous suivons. Et c'est vrai que des indicateurs de santé pour les mineurs sont assez dramatiques, c'est-à-dire que près de 2 tiers d'entre eux ne sont pas suivis correctement par les PMI. C'est seulement 30%, et parfois sur certains terrains, près de 10% seulement des enfants qui ont leur couverture vaccinale à jour pour des maladies, on va dire classiques, des vaccins comme la diphtérie, le tétanos, le polio ou la rougeole ne sont pas forcément à jour. Donc des indicateurs médicaux qui sont dans le rouge, donc retard de recours aux soins qui est important, des difficultés pour pouvoir bénéficier de prévention. C'est vrai que pour les femmes enceintes aussi, nous avons près de la moitié d'entre elles qui consultent tardivement.